Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Remise en question de l'élection d'Umaro Sissoko Embalo en Guinée-Bissau. Après la CEDEAO, c'est au tour de l'Union africaine d'exiger la vérification des procès-verbaux conformément à l'injonction lancée le 24 janvier par la Cour suprême bissau-guinéenne. La Côte d'Ivoire se prépare pour la tenue de ses prochaines élections présidentielles et législatives prévues en octobre 2020. Des scrutins qui coûteront des dizaines de milliards de francs CFA et qui recevront l'appui financier des Nations Unies. Et lancement d'un grand plan d'aide à la création des petites entreprises au Maroc. Les jeunes porteurs de projets peuvent désormais bénéficier du fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat avec des crédits au taux d'intérêt historiquement bas. Nouvelle péripétie dans le feuilleton électoral de la Guinée-Bissau après la Cour suprême et la CEDEAO. C'est au tour de l'Union africaine de donner de la voix et d'exiger la vérification des procès-verbaux. Une exigence qui remet en question l'élection du président d'Umaro Sissoko Embalo et qui annule son invitation à la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue les 10 et 9 février à Addis Abeba en Éthiopie. Ibayako. Après la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Union africaine qui remet en cause l'élection d'Umaro Sissoko Embalo qui a été provisoirement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau le 24 novembre 2019. Alors que l'homme s'apprêtait à assister à la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue les 9 et 10 février à Addis Abeba, capitale éthiopienne. C'est un véritable retournement de situation qu'il vient de subir de la part de l'organisation continentale. La commission de l'Union africaine, saisie par la mission permanente de la Guinée-Bissau auprès de l'UA, vient en effet d'annuler l'invitation précédemment adressée à Umaro Sissoko Embalo. Compte tenu du fait que le processus électoral n'est pas achevé, la Commission prit la mission permanente de bien vouloir considérer l'invitation adressée au nouveau président comme nulle et non avenue. Une décision qui vient s'ajouter au lot de rebondissements du processus électoral en Guinée-Bissau. Avant l'Union africaine, c'est la CEDEAO qui avait fait rétropédalage suite à la décision de la Cour suprême, remettant ainsi les compteurs complètement à zéro et ordonnant le recomptage des voix. Dans ce contexte, la CEDEAO a dépêché le 30 janvier un corps de mission en Guinée-Bissau, l'objectif étant de superviser les vérifications ordonnées par la plus haute juridiction du pays. Pour les partisans de Domingos Simões Pereira, qui revendique toujours la victoire, la CEDEAO et l'Union africaine jouent un rôle crucial dans le processus de vérité. Ce que Pereira peut attendre de la CEDEAO et de l'Union africaine, c'est précisément la mission que les ministres des Affaires étrangères du Niger, de la Guinée ou alors le président de la Commission sont venus faire, c'est-à-dire jouer des arbitres impartiaux d'un contentieux qui concerne deux acteurs politiques d'un pays africain pour que justement leur position neutre assure une objectivité totale et conduise dans le meilleur des cas à ce que l'adversaire, en tout cas le perdant, accepte le résultat final. Pour rappel, le candidat du MADEM G15 avait été déclaré vainqueur par la Commission nationale des élections avec 53,55% des suffrages contre 46,45% pour le candidat du PAIGC, Domingos Simões Pereira. La procédure de vérification ordonnée par la Cour suprême le 24 janvier se poursuit sous la supervision de la CEDEAO et devrait prendre fin au plus tard le 7 février. Et notons que la commission électorale bissau-guinéenne a procédé à la vérification des procès-verbaux du second tour de l'élection présidentielle du 29 décembre 2019, comme demandé par la Cour suprême et par la CEDEAO. L'organe en charge d'organiser les élections a confirmé ce mardi 4 février la victoire du candidat Umaro Sissoko Embalo.
96 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué aux élections présidentielles et législatives qui se tiendront en octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Le financement de ces élections se fera par l'État ivoirien et sera soutenu par les Nations Unies à hauteur de près de 8 milliards de francs CFA. Une contribution qui se fait dans l'optique de prévenir contre toute éventuelle violence électorale afin d'éviter les scénarios identiques à la crise post-électorale du 2010-2011. Plus de détails avec Amen Edge. À l'issue d'une cérémonie de signature entre la Côte d'Ivoire et les Nations Unies, c'est au total 96 milliards de francs CFA qui seront consacrés à l'organisation des prochaines élections présidentielles et législatives, prévues se tenir respectivement le 31 octobre 2020 et en décembre 2021. Elles s'annoncent dans un climat sociopolitique conflictuel. À 8 mois de l'échéance électorale d'octobre 2020, l'incertitude règne encore. La première raison, c'est le contentieux de la crise post-électorale de 2010 qui n'est pas encore définitivement soldé. Nous avons le procès Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale qui n'est pas encore achevé. Nous avons appris du chef de l'État qu'il y aura une possible modification de la Constitution. Rien n'est encore fixé concernant le cadre juridique électoral. Tout ceci crispe encore la situation politique en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien prévoit le décaissement de 87,9 milliards de francs CFA, dont 75 milliards pour l'élection présidentielle et 12,9 milliards pour les législatives, tandis que la contribution des Nations Unies s'élève à environ 8,1 milliards de francs CFA, dont 1,186 milliards financés par le Programme des Nations Unies pour le développement. Le champ politique ivoirien est encore instable, ce qui crée suffisamment d'inquiétude auprès des populations qui craignent une situation de 2010. C'est en cela que nous voulons inviter les acteurs politiques, notamment le gouvernement, à prendre toutes les initiatives pour rassurer les différents partis politiques, les organisations de la société civile, pour que la tension puisse baisser. Le financement de l'institution internationale intervient d'une part dans l'objectif de renforcer les capacités techniques et opérationnelles dans l'organisation du scrutin et d'autre part en vue d'assurer un processus électoral transparent et inclusif. La 13e édition du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, s'est tenue le 1er février à Dakar, au Sénégal. Cette initiative qui émane d'une organisation du secteur privé africain a pour ambition de fédérer les opérateurs économiques autour d'actions à mettre en œuvre pour la réussite de l'intégration africaine. 17 prix y ont été décernés. Retour sur cet événement dans ce sujet de la rédaction. Des prix pour récompenser des acteurs du développement et de l'intégration africaine. C'était entre autres l'objectif du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Sa 13e édition qui a pris fin ce 1er février à Dakar au Sénégal a été l'occasion pour son promoteur Amadou Diane d'identifier et de récompenser des acteurs politiques et économiques qui se sont illustrés au cours de l'année 2019. Le prix de la paix et du développement économique décerné à son Excellence le Président Faure Gnassingbé pour ses actions engagées en faveur de la paix et du développement économique du Togo et de toute l'Afrique. Monsieur Amadou Diagne a compris qu'avec le secteur privé, qu'on peut renforcer le développement économique en Afrique et que surtout on pourra faire reculer véritablement la pauvreté. Parce que si on ne met pas la confiance des États africains en le secteur privé, on ne pourra pas créer de la richesse, on ne pourra pas créer des emplois et on ne pourra pas donc bouter dehors la pauvreté. Au total, 17 prix ont été décernés au cours de cette soirée de gala. Le président congolais Félix Tshisekedi a été distingué pour ses actions en faveur du développement, de la démocratie et de la paix. Son homologue du Sénégal, le président Macky Sall, a également été récompensé. Des applaudissements. Le prix de l'émergence économique décerné à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Il est vrai que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a lancé un plan ambitieux, c'est le plan Sénégal émergent, qui a commencé en 2014. Et depuis 2014 jusqu'en 2019, notre croissance économique a atteint des niveaux exceptionnels, des niveaux inégalés pratiquement dans l'histoire du Sénégal, avec 6,6% en moyenne,
contre une croissance d'autour de 2 à 3% durant la période précédente. Rappelons qu'au cours de cette 13e édition, les participants réfléchissent sur des questions d'actualité, notamment la gestion des ressources naturelles sur le continent, le développement du transport aérien et maritime en Afrique, sans oublier les télécommunications. Accompagner 13 500 nouvelles sociétés chaque année au Maroc, c'est l'ambition du Fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat lancé le 29 janvier. Un programme destiné aux jeunes porteurs de projets. Ils peuvent désormais bénéficier de crédits à taux d'intérêt historiquement bas. Les explications de Corinne Kamsefem. Accroître l'intérêt des jeunes Marocains pour les crédits bancaires, c'est l'un des objectifs que vise le Fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat. Un vaste programme d'aide aux jeunes porteurs de projets et aux petites entreprises lancé le 29 janvier 2020. Le dit programme est basé sur des solutions de financement à des taux d'intérêt plafonnés à 1,75% pour les bénéficiaires en zone rurale et à 2% en milieu urbain, soit les taux les plus faibles jamais appliqués dans le pays. Pensé pour renforcer la place du secteur bancaire dans la redynamisation de l'économie nationale, ce programme devrait contribuer à la création annuelle de 27 000 nouveaux postes en accompagnant 13 500 nouvelles entreprises. Les données officielles du Haut Commissariat au plan du Maroc révèlent que plus de 4 jeunes urbains sur 10, soit 43,2%, âgés de 15 à 24 ans, sont au chômage. Une situation préoccupante pour les autorités du royaume chérifien. On a mis en place un montage qui met à contribution l'ensemble du secteur bancaire et la Banque centrale. C'est des facilités au niveau du taux d'intérêt, au niveau du refinancement et au niveau de la garantie qu'on a mise en place. Et tout cela va, je pense, donner un coup de fouet assez sérieux, assez volontariste au financement des petites entreprises, des start-up et des jeunes entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs comme on les appelle. Le Fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat a ainsi pour ambition d'améliorer les perspectives d'avenir et les conditions de vie de la jeunesse marocaine. Cofinancé par l'État et le secteur bancaire, il est doté d'une enveloppe d'environ 730 millions d'euros, dont 180 millions d'euros provenant du fonds Hassan II. Le Bénin abrite pour la première fois le rendez-vous culturel international dénommé le Mois de l'Histoire des Noirs en Afrique, un événement qui se tient du 1er au 29 février dans la commune d'Abomey-Calavi et qui célèbre l'histoire commune des afrodescendants de toute la diaspora africaine. Reportage de notre correspondant Lefty Onou. La commune d'Abomey-Calavi au Bénin symbolise le point de retour des Africains et des afrodescendants en Afrique. Après des décennies de vie loin de la terre qui a vu naître leurs ancêtres déportés au temps de la traite négrière, des Africains et afrodescendants ont décidé de revenir au bercail afin de contribuer au développement de l'Afrique. Cette pensée se matérialise à travers la célébration du mois de l'histoire des Noirs en Afrique du 1er au 29 février 2020. Les festivaliers entendent poser des actes concrets pour les années futures. Abomey-Calavi est désormais le temple des afrodescendants. Je caresse l'idée et le doux rêve que le Bénin soit le premier pays de l'histoire en Afrique qui officialise le mois de l'histoire des Noirs. Ils ont vécu dans un environnement où un certain nombre de choses qui structurent la vie de l'homme ont évolué. C'est pour cela justement que nous voulons rester avec eux pour que dans cet élan de générosité, dans cet élan de partage, de solidarité, de réparation, de pardon, que nous puissions aussi faire un transfert de compétences. Le mois de l'histoire des Noirs, célébration vieille de 50 ans aux États-Unis, a été introduit en Afrique par Mélina Seymour, fondatrice de l'ONG Africa Mondo. Il s'agit d'un événement citoyen à caractère participatif, incluant des activités scientifiques, touristiques, culturelles et artistiques pour assurer la révélation des talents. Nous avons surtout le devoir d'avoir une terre, la terre-mère nourricière, et que nous devons y faire couler de nouveau le lait et le miel. C'est ça la mission. La mission, c'est de créer le bonheur, parce qu'il nous a été donné, et aujourd'hui nous devons le restaurer. En dehors du Bénin, le mois de l'histoire des Noirs s'effectue aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Tchad et aux Comores, sous l'impulsion de l'ONG Africa Mondo. Il est le porte-étendard du savoir-faire africain dans le domaine des vêtements de luxe. Imana Issi est le premier créateur d'Afrique subsaharienne
avoir rejoint le calendrier officiel de la haute couture. Et c'était le 23 janvier à la Fashion Week parisienne, qui est considérée comme le plus grand rendez-vous de la mode au monde. Son portrait avec Ibayako. Le nom d'Imana Yissi brille lors de la Parisian Fashion Week. Il est le premier styliste subsaharien d'origine camerounaise à intégrer le prestigieux calendrier officiel de la semaine de la haute couture. Ce jeudi 23 janvier, le créateur africain a présenté ses créations imaginées à partir de textiles africains authentiques et traditionnels. Une consécration pour cet artiste qui sublime dans son travail la richesse de l'artisanat africain, d'où le nom de sa nouvelle collection, Akuma, qui signifie richesse. Akuma, c'est Akuma que moi, le message que je renvoie au monde entier. Akuma, c'est quoi? C'est d'abord soi-même. C'est le peu de choses qu'on peut posséder dans sa vie. Ça peut partir d'une épingle à un immeuble. Après, ça dépend comment on va fonctionner dans la société. Le respect des autres, la fierté aussi de ce qu'on est, de ce qu'on possède, et la générosité. Les Africains, ils adorent le luxe, mais on s'approprie au luxe des autres. Il est temps que les Africains créent leur propre lobby de luxe aussi. Ça veut dire la confiance. Il faut s'informer, il faut former nos gens, il faut investir sur les artistes africains, il faut aussi les acheter. Si on ne les achète pas, ça ne peut pas avancer. Entre tradition et modernité, la collection d'Imana Yissi a une nouvelle fois su conquérir le cœur du public parisien. Une belle satisfaction pour le créateur, fier de pouvoir défendre le savoir-faire africain. De nombreuses célébrités africaines témoignent de son talent. C'est quelqu'un qui a su toucher tout le monde par sa façon de faire ses modèles, très original, sans oublier d'où il vient, parce qu'on retrouve beaucoup d'étoffes qui viennent d'Afrique, beaucoup de raffia, et tout ce mélange-là, ça fait vraiment quelque chose de ouf. Le savoir-faire d'Imana Yissi a en tout cas été reconnu par la Fashion Week parisienne. Le créateur est l'un des rares Africains à figurer régulièrement au calendrier des défilés internationaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.